Les nouveaux maîtres du pétrole dépensent sans compter. Ils investissent dans les infrastructures, les administrations et la modernisation de leur pays, mais aussi dans l'immobilier et l'armement. Les membres de l'OPEP accomplissent ce que personne ne croyait possible. En 4 ans, ils dépensent encore plus qu'ils ne gagnent. L'OPEP a besoin de l'argent de l'Occident et l'Occident a besoin du pétrole de l'OPEP. Les dirigeants arabes sont courtisés et les grands groupes pétroliers se remplissent les poches. 7 d'entre eux dominent le marché mondial. BP, Shell, Exxon, Gulf, Mobil, Chevron et Texaco. Ils extraient, transportent, raffinent et vendent. Ni les pays producteurs de pétrole ni les clients ne peuvent les contourner. Mais la forte demande bouleverse le secteur dans les années 1970. Aux 4 coins de la planète, on consomme toujours plus vite diverses quantités de pétrole. Cela génère ce qu'on appelle un marché au comptant. Les négociants achètent désormais à tout moment et à qui ils veulent. Ils réagissent immédiatement aux évolutions qui se produisent chaque jour, voire chaque heure, sur le marché. Si Internet n'existe pas encore, il y a le téléx. À l'époque, il n'en faut guère plus pour prendre part au commerce pétrolier. L'un des acteurs de ce marché au comptant devient le roi du pétrole. Son credo, n'obéir qu'à une seule morale, celle du marché. Les soubresauts de la politique mondiale ne l'intéressent pas. Cet homme d'affaires américain prospère est pourtant méprisé par son gouvernement. Son nom, Marc Rich. Marc Rich a continué à acheter et vendre du pétrole iranien alors que les Iraniens occupaient l'ambassade américaine et détenaient des otages. C'était la plus grande humiliation que les Américains avaient essuyée depuis des décennies et lui, en tant que citoyen américain, il vendait du pétrole iranien malgré l'embargo sur le pays. Il est devenu persona non grata aux États-Unis. On ne lui a jamais pardonné de faire du commerce avec l'ennemi de la nation. L'opinion publique est indignée. Mais en coulisses, les décideurs américains savent très bien que leur principal allié au Proche-Orient, Israël, est dépendant du pétrole de Marc Rich. L'Iran était pratiquement en guerre contre Israël et l'ayatollah menaçait sans cesse de détruire l'unité sioniste. Ce qui est fou, c'est qu'en même temps, les mollahs vendaient leur pétrole à l'homme d'affaires juif américain Marc Rich, qui le livrait ensuite à leur ennemi juré, Israël. Mais le plus incroyable, c'est que ce même Marc Rich m'a confié que toutes les parties concernées étaient au courant. Les Iraniens savaient que le pétrole allait directement à Israël, et Israël savait qu'il venait d'Iran. Tout le monde était d'accord, en secret bien sûr. Pourquoi? L'Iran voulait vendre du pétrole parce qu'il lui fallait de l'argent, et Israël avait impérativement besoin de pétrole, peu importait sa provenance. Aujourd'hui, presque plus personne ne connaît l'histoire de la connexion pétrolière israélo-iranienne. 10 ans avant que les deux pays ne deviennent ennemis, le pétrole iranien est transporté par bateau jusqu'à Eilat, en Israël, en passant par le golfe Persique et la mer Rouge. Il emprunte ensuite un pipeline de 250 km jusqu'au port pétrolier israélien d'Ashkelon sur la Méditerranée. Officiellement, l'Iran et Israël n'ont pas de relations diplomatiques. Officiellement, l'Iran boycotte Israël. Mais en coulisses, le Shah fournit des millions de tonnes de pétrole à l'État hébreu. Le pipeline est une joint venture détenue à part égale par Israël et l'Iran. En 1969, 10 millions de tonnes de pétrole iranien sont ainsi acheminées vers Israël. Mais à l'époque déjà, l'Iran doit ménager les musulmans qui voient en Israël un adversaire. Dès le début, les transactions pétrolières entre les deux pays sont donc secrètes. Pour mener ces opérations sans faire de bruit, les deux parties ont besoin d'un intermédiaire discret, quelqu'un comme Marc Rich. Les affaires marchent tellement bien qu'Israël peut même revendre le pétrole iranien. Là encore, Marc Rich tire les ficelles dans l'ombre.
Mark Rich réceptionnait le pétrole à Ashkelon, sur la côte méditerranéenne israélienne, et l'envoyait en Espagne via la Roumanie. La Roumanie est le seul pays du bloc communiste à ne pas avoir rompu ses relations avec Israël. Mais le pétrolier n'y décharge pas sa cargaison. L'itinéraire emprunté n'est qu'une couverture. La véritable destination est l'Espagne. Le dictateur fasciste espagnol Franco n'avait pas de relation avec Israël et ne voulait pas en avoir. Seulement, il avait besoin de pétrole. Il lui en fallait le plus possible, même s'il venait de l'État hébreu. Peu lui importait qu'il provienne d'Israël, mais il n'a jamais voulu le reconnaître publiquement. D'où ce détour par la Roumanie. Cet accord marque le début de l'ascension fulgurante de Mark Rich dans l'industrie pétrolière. Sa spécialité est de mettre en contact des partenaires qui officiellement ne veulent rien avoir à faire ensemble. Après la guerre du Kippour et l'embargo, le prix du baril est multiplié par 4 et le pétrole plus convoité que jamais. Ça a été une période bénie pour Mark Rich. Alors que les compagnies pétrolières occidentales étaient à sec, lui, il nageait littéralement dans le pétrole, grâce à ses bonnes relations avec l'Iran. L'homme d'affaires indépendant continue à être approvisionné par l'Iran. Les mollahs ont besoin de lui car leur pays ne dispose pas de canaux de distribution. Mark Rich achète et vend du pétrole dans le monde entier. Il traite avec Fidel Castro à Cuba et les sandinistes au Nicaragua. Il vend du brut iranien, équatorien, vénézuélien, nigérian ou soviétique à l'Espagne, la Turquie ou l'Italie, mais aussi au ministère américain de la Défense. Il fournissait du pétrole au régime cubain et aux sandinistes. Pour ces derniers, il était même sans doute plus important que le mouvement de solidarité qui les soutenait en Occident. Lui, le capitaliste pur et dur, aidait les révolutionnaires marxistes. Quelle ironie de l'histoire! Mark Rich révolutionne le commerce du pétrole et pose les bases du marché au comptant qui offre une certaine souplesse en période de pénurie. Son entreprise, installée dans la ville pittoresque de Zug, près de Zurich, engrange plus d'1 milliard de dollars en 1974. À la fin des années 70, Mark Rich possède 30 bureaux sur tous les continents. Son principal partenaire commercial reste l'Iran, à qui il achète en moyenne 200 000 barils par jour. Mais voilà que la révolution islamique déferle sur le pays. Le Shah Reza Pahlavi est destitué. L'ayatollah Khomeini revient de son exil. Le 4 novembre 1979, des centaines d'Iraniens attaquent l'ambassade américaine à Téhéran et prennent en otage 52 employés. Impuissants, les États-Unis voient leur drapeau brûler. L'affaire des otages est sans doute le pire affront qu'ils aient subi jusque-là. The actions of Iranian leaders and the radicals who invaded our embassy were completely unjustified. They and all others must know that the United States of America will not yield to international terrorism or to blackmail. Le président Carter inflige toute une série de sanctions politiques et économiques. Mais cela n'impressionne guère Mark Rich, qui bénéficie de la neutralité helvétique. Sa position était la suivante. Son entreprise, basée à Zug, était soumise aux lois suisses et non pas américaines. C'est donc en toute légalité qu'il pouvait acheter du pétrole à l'Iran. Les Israéliens continuent eux aussi à acheter du pétrole iranien. À présent, Mark Rich les livre avec des navires-citernes. Je crois qu'on peut dire sans exagérer que Mark Rich était vital pour Israël. Officiellement, l'ayatollah parlait d'éliminer Israël. Mais dès qu'il était question de devises, de pouvoir et de pétrole, la doctrine pure, l'idéologie passait au second plan. L'essentiel était de pouvoir vendre le pétrole. Il ne peut y avoir plus grand paradoxe. C'est le triomphe du marché sur l'idéologie. Les États-Unis annoncent toutefois des représailles contre l'attaque de leur ambassade et la prise en otage de leurs ressortissants.
Marc Rich est accusé de commerce avec l'ennemi. Le FBI le place sur la liste des personnes les plus recherchées. Mais il vit en Suisse, qui fait prévaloir son autonomie juridique et ne l'extrade pas. En 1985, 2 agents américains tentent d'enlever Marc Rich en Suisse. Bien sûr, c'est parfaitement illégal selon la loi helvétique. Ils se rendent à Zug, ils connaissent même l'angle de pente de la rue. Ils pensent qu'un hélicoptère va pouvoir atterrir et s'apprêtent à capturer Marc Rich. Mais voilà que 2 hommes en civil arrivent et leur demandent leurs papiers. À ce moment-là, les agents américains réalisent qu'ils ont été démasqués. Les 2 hommes sont des policiers fédéraux suisses et ils leur font clairement comprendre qu'ils seront arrêtés s'ils ne quittent pas la Suisse immédiatement. Le FBI n'abandonne pas la partie pour autant. Le négociant en pétrole est un ennemi de l'État américain et un des criminels les plus recherchés. Comme dans un roman d'espionnage, on assiste à un jeu du chat et de la souris. Un jeu auquel Marc Rich risque gros. Les États-Unis ont essayé à plusieurs reprises de faire sortir Marc Rich de Suisse ou de l'arrêter dans d'autres pays, notamment en Angleterre, en Jamaïque et en Russie. Mais Marc Rich m'a confié qu'il était toujours très vigilant. Il faisait attention. Il ne prenait jamais d'avion de ligne. Il voyageait toujours dans des jets privés qu'il réservait à la dernière minute. Il s'enregistrait à l'hôtel sous un faux nom. Et puis, chose très importante, son chef de sécurité personnelle était un ancien agent du Mossad, les services secrets israéliens. Il organisait minutieusement tous ses projets et ses voyages. De plus, Marc Rich avait bien évidemment les moyens d'engager plusieurs gardes du corps. Il pouvait se payer la protection dont il avait besoin. Un agent américain qui a été à ses trousses pendant 17 ans m'a dit un jour que c'était comme s'il avait eu affaire à un homme d'État. Les États-Unis tentent également de capturer Marc Rich au moyen de l'argent. La radio Voice of America diffuse régulièrement un message qui promet 750 000 $ à celui qui le prendra. Tout cela ne sert à rien. La justice américaine le traquera pendant 17 ans, l'homme restera insaisissable. Mais aux États-Unis, il ne se débarrassera jamais de son image d'ennemi public. Malgré tous ces obstacles, il continue à développer ses activités. En 1990, 7 ans après sa mise en examen, son entreprise est implantée dans 128 pays et emploie 1200 salariés. Il achète et vend 1 500 000 barils de pétrole par jour, soit plus que la quantité produite par un pays de l'OPEP comme le Koweït. En 1993, Marc Rich vend les dernières parts de son entreprise, la Marc Rich & Co. AG, qui devient la société suisse Glencore, aujourd'hui le plus grand groupe de négoce de matières premières au monde. L'histoire de Marc Rich montre la double morale qui prévaut en politique. Dès que des intérêts nationaux sont en jeu, a fortiori quand il s'agit d'une ressource stratégique comme le pétrole, les gouvernements de tous bords politiques oublient leurs principes moraux et leurs idéologies. Il n'y a plus que leurs intérêts qui comptent.